Le début des années 90, c'est un tournant important dans les conflits. C'est à la fois la chute du mur de Berlin, la chute du pacte de Varsovie, et en même temps, la première guerre en Irak. Donc, on s'était tous préparés à un conflit majeur face au pacte de Varsovie. Le cas particulier de la Bosnie, c'est qu'on ne partait pas pour bombarder. C'est que c'était interdire le survol du territoire bosniaque par les belligérants. On n'était pas du tout dans le cadre de la guerre en Irak. Le point de bascule, ça va être justement cette période du 28 au 30 août 1995, où suite à des bombardements sur le marché de Sarajevo, l'OTAN décide de frapper un certain nombre de positions serbes pour que la guerre s'arrête. Pour ce qui concerne l'opération en Bosnie en 1995, donc j'ai volé avec à l'époque le lieutenant José Souvigné. C'était la première fois qu'on faisait une opération ensemble. Le choix se fait mutuellement en fait dans ce genre de choses, dans ce genre de cas. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation mutuelle parce qu'on sait qu'on part pour des missions de guerre, on prend des risques. Et donc il faut qu'on ait la même notion d'acceptation des risques et une confiance mutuelle assez extrêmement importante. Donc ça, c'est un choix qui est fait avant. Et ensuite, eh bien, une fois en opération, on vole à chaque fois avec le même navigateur pour toutes les missions de guerre. À l'issue de la phase de bombardement, donc larguer nos bombes sur notre objectif, nous sommes en train de remonter, reprendre l'altitude. Et à ce moment-là, nous ressentons un impact sous l'avion. Notre première réaction, c'est de penser que c'est une bombe qui n'est pas partie, qui explose sous l'avion. Et en fait, très rapidement, on réalise que c'est un impact d'un missile qui nous a touchés. Ce qui fait prendre la décision, c'est mon navigateur qui, lui, voit qu'il y a le feu à bord. Donc il lance éjection, éjection, éjection. Ça, c'est la procédure. Et c'est lui qui tire sur la poignée d'éjection. Et donc, il y a un séquenceur qui existe, qui est automatique entre les deux sièges d'éjection. Moi, j'ai juste le temps de lâcher mes commandes. Et je vois dans le rétroviseur le siège partir derrière moi et je pars dans la foulée. Et là, en 1 seconde et demie, vous vous retrouvez sous une voilure d'un parachute. Vous passez d'un monde que vous pensiez maîtriser, qui était votre cockpit. Et puis là, la réalisation qu'on ne maîtrise plus rien, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un grand moment de basculement psychologique qui est assez important. Et c'est là où on peut dérailler assez facilement, je pense, et commencer à faire les premières bêtises. On reprend les procédures. Alors, je me suis éjecté. Je suis où? C'est quoi ma situation tactique? Je tombe par terre et je perds un petit peu connaissance, je pense. J'ouvre les yeux, je suis allongé sur le dos. Je me redresse, je suis assis. Et là, juste en face de moi, j'ai en fait un paysan. Donc, je me lève, je fais un premier pas. Et je sens que la jambe droite, c'est des choses qui ne vont pas. Je me dis, OK, je fais un deuxième pas. Je me dis, oh, je dois avoir une entorse à la jambe. Et je fais un troisième pas et je regarde ma jambe. Et là, je vois la jambe qui fait un angle comme ça dans la chaussure. Et je dis, c'est pas... Là, pour le coup, là, c'est jambe cassée. Donc, je me rassois par terre. Et pendant que je fais ça, en fait, j'ai mon navigateur, donc José, qui est en train de ramper derrière moi, qui me dit, Fred, j'ai la jambe cassée, j'ai la jambe cassée. Là, je lui dis, OK, mets-toi assis et mets les mains sur la tête. Donc, on se retrouve tous les deux. On a toujours le casque de vol, hein. Tous les deux, les mains sur la tête. Et là, le paysan qui nous regardait et qui était sur le bord, il vient vers moi en premier. Là, il sort un pistolet. Et donc, il me le met sur la tête, comme ça. Il me parle en serbe, que je comprends pas, je bouge pas, je reste les mains sur la tête, comme ça. Et là, il me donne un grand coup de pied dans la tête. Donc, je vois encore sa botte en caoutchouc arriver sur le menton. Je tombe à la renverse, je perds connaissance. Et à ce moment-là, les troupes ennemies arrivent en courant et nous tabassent. À coup de pied, à coup de crosse, à coup de poing. Moins de 2 heures après l'éjection, il y a quelque chose qui est organisé autour de nous. On est face au chef militaire des gens que l'on combat. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on est transféré vers une équipe qui, elle, va s'occuper de nous et nous détenir pendant toute la durée où on sera prisonnier. Et donc, non, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout à ce type de pression. On n'est pas prêt à se faire tabasser. Très rapidement, on s'est retranché derrière la Convention de Genève pour dire stop, ces questions, on n'a pas le droit d'y répondre. Moi, à un moment, j'ai sorti ma carte de Convention de Genève que j'avais sur moi, comme tout soldat, et je l'ai posée sur la table. J'ai dit maintenant, ce que vous devez connaître, c'est ce qui est marqué sur la carte, et j'ai rien d'autre à dire de plus. Très rapidement, on s'est dit, on veut voir quelqu'un de la Croix-Rouge.
Voilà, et on est blessé, on va voir un médecin. Et 2, on va voir quelqu'un de la Croix-Rouge pour déclarer qu'on est prisonnier. Les conventions de Genève, c'est comme une liste de procédures. Et donc, ça nous permettait d'avoir un code de conduite et un code de comportement vis-à-vis de nos geôliers et de leur dire, voilà, la ligne que vous ne devez pas franchir, c'est celle-là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont respectée, mais au moins, ça nous permettait d'avoir une ligne de conduite pour nous. Et ce qui est extrêmement structurant, c'est, on parlait des procédures de secours tout à l'heure en cas de panne ou de problème. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les conventions de Genève. C'est ce qui vous aide à savoir réagir à quelque chose qui vous est inconnu. Il y a eu des simulacres d'exécution. Ça, c'était... en fait, on s'est retrouvés avec une Kalachnikov à côté de nous. On a été tenté de la prendre. En fait, on ne l'a pas prise pour diverses raisons. Et donc, on était tout seul à ce moment-là. Et donc, quand le geôlier est revenu, il a pris la Kalachnikov. Il s'est mis derrière nous, l'a armé et a tiré. Et en fait, ça fait clic parce que l'arme était vide. Donc là encore, la mort a été assez proche. Et enfin, tout au long de la détention, on a eu la sensation que, en fait, à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait rentrer dans notre pièce et nous tuer, simplement parce qu'on n'avait plus de valeur. J'ai accepté ma mort. À un moment, dans la détention, j'ai accepté de mourir. J'ai dit, OK, ben, je ne sais pas où ça va aller. Et quand j'ai eu le pistolet au-dessus de ma tête qui s'est armé, quand j'ai eu le couteau sous la gorge, quand j'ai eu la Kalachnikov qui s'est armée derrière moi, j'avais accepté de mourir. Et c'est ça qui a fait aussi que on tient ou on ne tient pas. C'est-à-dire qu'à un moment, psychologiquement, il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller. Au tout début, c'est OK, je tiens les 10 secondes qui viennent. Et puis après, c'est je tiens la journée. Après, c'est je tiens la semaine. Et petit à petit, on lâche comme ça. On a essayé d'évaluer, de se structurer des journées pour arriver à compter les journées et à savoir, à ne pas perdre la notion de temps, pas complètement en tout cas. On a été abattu le 30 août 1995 et libéré le 12 décembre la même année, heureusement. Et donc, en fait, on a été prisonniers pendant 104 jours aux mains des Serbes. Et derrière, on retrouve cette question de Convention de Genève, de procédure, il y avait une espèce de cohérence globale dont on n'avait pas conscience forcément au moment où ça s'est passé, mais qui nous a permis de tenir et d'avoir ce comportement du début jusqu'à la fin. Quand on regarde les conflits des 5-10 dernières années, on est vraiment dans la confrontation et les règles d'engagement sont ce qu'elles sont, quoi, et sont respectées par celles qui veulent bien les respecter. La haute intensité fait repartir sur les questions fondamentales, intimes, sur son lien à la mort, sur ce pourquoi on est prêt à se battre et on est prêt à mourir. Et donc il faut l'accepter, il faut s'y préparer. Et ça, en fait, ça pose la question de quel idéal on a. C'est pourquoi on est prêt à mourir. Et c'est ça qui forge la force morale, en fait.